Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence en ligne. Bonjour Jeannette, enfin rebonjour Jeannette. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour présenter donc cette conférence sur Munch et l'exposition à venir. Je vois qu'on a déjà une centaine de personnes connectées, donc on va attendre que tout le monde réussisse à se connecter pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue à tous. Si vous avez des questions à tout moment dans la conférence, n'hésitez pas à écrire sur le chat ou si vous avez des questions pour Jeannette ou sur les voyages, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. On y répondra soit au cours de la conférence, soit à l'issue de celle-ci. Et puis on est parti pour une heure et quart, 1h30 d'apprentissage culturel avec Jeannette. Je vais commencer par juste vous présenter un petit peu l'expo sur la partie voyage, et puis après, évidemment, je donnerai la main à Jeannette. Donc, comme vous savez, c'est une expo. Alors, Jeannette, peut-être pour ceux qui la connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager avec elle. Donc, elle est conférencière intermède. Elle est évidemment diplômée de l'école du Louvre. Elle a une préférence donc marquée pour la Méditerranée et donc tous les pays qui entourent la Méditerranée. C'est pour ça qu'elle accompagne du coup de nombreux voyages avec nous. Alors, notamment dans les prochains. Alors, un qui est pas au bord de la Méditerranée. Donc, on a le Japon que vous accompagnez en octobre, sur lequel il reste des places. C'est un Japon tempo. Et puis après, il y a 2 voyages en Égypte qui, j'en profite pour le dire à toutes les personnes qui regardent la conférence. L'Égypte, en ce moment, c'était vraiment le moment d'y aller. Il y a beaucoup moins de tourisme. Et du coup, tous nos voyageurs qui reviennent d'Égypte sont vraiment très contents parce qu'en fait, les sites sont très agréables à visiter. Il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et d'un point de vue sécurité, parce que je sais que ça peut être un point qui peut concerner certaines personnes, ou en tout cas inquiéter, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on a vraiment que des bons retours. Donc, j'en profite. Et du coup, on a donc 2 voyages en Égypte que vous accompagnez le 16 novembre et le 4 décembre. Et puis, vous accompagnez aussi les voyages en marge de l'exposition Munch. On va en rentrer en détail dans le sujet. Donc, pour les voyages qui sont en marge de l'exposition, donc on a Munch et Picasso au Palazzo Real. Donc, il y a 2 expositions en même temps qui ont lieu donc à Milan. Ça vous permettra, pour ceux qui aiment les musées et les expositions, de les voir si vous partez à ces dates-là. Donc, on a des départs en octobre, novembre et 2 départs en janvier qui sont accompagnés par Jeannette. Donc, ça vous permet, sur cet itinéraire, évidemment, vous allez retrouver tous les classiques de Milan, mais pas que. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous offrir un itinéraire qui vous permet d'aller découvrir d'autres choses à Milan. Donc, c'est important. Donc, c'est un séjour de 3 jours, 2 nuits. Pour vous donner une idée, c'est un rythme soutenu. Alors, avant, c'était un rythme plutôt calme. Et en fait, les retours de nos clients étaient que c'était vraiment piétiné quand même beaucoup à Milan. Donc, c'est pour ça que c'est un rythme soutenu. Mais sur l'itinéraire, rassurez-vous, il y a une journée qui est particulièrement soutenue. Et puis le reste des autres journées, c'est plus calme. Et puis on a évidemment la version premium de ce voyage, alors avec des changements aussi d'itinéraire, avec des petites choses nouvelles. Donc on a évidemment un hébergement 5 étoiles dans un relais château, un très beau relais château qui est situé juste à côté du dôme. Et puis on a la visite de Crespi d'Adda, qui, je sais pas, c'est peut-être une visite que vous n'avez pas forcément fait la dernière fois que vous êtes allé à Milan, donc ça vaut le coup de profiter de votre visite pour la voir. Donc ça, c'est nos départs classiques, je dirais, pour voir l'exposition. Et ensuite, on a les départs pour le Nouvel An. Alors, si vous avez déjà fait l'expérience d'un Nouvel An avec Intermède, donc l'idée, c'est de partir 3-4 jours accompagné d'un guide conférencier et de passer un petit peu un moment de fête, mais un moment aussi culturel. Et donc là, donc l'exposition, vous pourrez voir que l'exposition Edvard Munch pour le Nouvel An. Et c'est accompagné par Jeannette. Et c'est un voyage qui est déjà garanti, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Déjà garanti, ça veut dire aussi qu'on a pas mal d'inscrits déjà, donc n'attendez pas si ce voyage vous intéresse. Et donc, vous aurez aussi l'occasion, pendant ce voyage, pour rajouter un petit peu plus de fête, il y aura une représentation à la Scala, donc ce sera l'occasion, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu, de pouvoir rentrer et d'admirer cette belle salle. Et on a aussi pour le Nouvel An la version premium, où on va retrouver aussi une soirée à la Scala et d'autres visites qui sont un peu différentes de la version classique et un hébergement aussi dans un relais château. Je pense avoir fait le tour, alors sans rentrer dans le détail des programmes, mais on vous enverra à la suite de cette conférence tous les voyages en marge de l'exposition. Si vous avez... oui, alors c'est un voyage de 3 jours pour le classique et si c'est les Nouvel An, c'est 4 jours. Je vois la question d'Annie Colombi, donc je réponds en même temps.
Donc, si vous avez envie de voir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service client par téléphone ou d'aller voir le programme sur le site internet. Vous pouvez le télécharger à tout moment. Mais si vous voulez, vous souhaitez parler à quelqu'un, notre équipe de conseillers vente vous attend avec impatience. Je vais passer la main à Jeannette. Jeannette, si je vous mets votre présentation, hop, et voici. Très bien. Ah, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être là et merci pour cette présentation. Donc, je suis évidemment très heureuse, vous êtes nombreux, je suis très heureuse d'introduire ce grand peintre, ce peintre polymorphe, hein, qui est Edvard Munch. Et le titre, en effet, de la conférence, Le cri intérieur, reprend le titre de l'exposition qui se tient donc à Milan à partir du 14 septembre. Ce qui signifie qu'elle n'a pas encore commencé, elle n'a pas ouvert. Le catalogue d'exposition ne sera disponible que le jour de l'ouverture. Et cette présentation, eh bien, se fera à partir d'un dossier de presse qui m'a été communiqué. Donc, toutes les œuvres, enfin, peu de choses près, toutes les œuvres que je vous présente, vous les verrez, j'espère que vous serez nombreux à venir, vous les verrez à Milan. L'exposition partira ensuite à Rome, mais dans un cadre absolument magnifique, puisqu'il s'agit du Palais Bonaparte. Bien. Alors, un mot quand même pour replacer l'exposition dans un cadre un petit peu plus large, un peu, enfin, muséal. Il y a eu il y a eu récemment une exposition à Orsay, peut-être que vous avez eu l'occasion de la voir, peut-être même pour les plus chanceux, avez-vous eu l'occasion de découvrir Munch à Oslo également. En tout cas, pour l'exposition d'Orsay, qui était absolument remarquable, il s'agissait essentiellement du 19e siècle. Le musée d'Orsay est un musée du 19e siècle. Donc, une vingtaine d'années de carrière. Il y a eu également, pour découvrir Munch, une exposition il y a une dizaine d'années à Beaubourg. Elle s'intitulait L'œil moderne. Et j'en parle parce que là, Beaubourg a éclairé une partie de son œuvre en lien essentiellement, pas que, mais essentiellement avec la photo et le cinéma. Dans la deuxième partie de sa vie, eh bien, Munch était très intéressé à ces nouvelles technologies, la photo, le cinéma, la sérigraphie déjà à la fin du 19e siècle, la gravure, etc. D'ailleurs, elle s'appelait, comme je vous le disais, l'œil moderne, et elle plaçait Munch dans son temps, dans la modernité. Donc là, on voit qu'il y a en effet, entre les 20 années à Orsay et les 40 années à Beaubourg, on peut parler d'une soixantaine d'années d'activité. Donc, à Milan, et c'est encore une invitation à venir, vous verrez l'intégralité de son œuvre, l'intégralité de l'œuvre d'un artiste qui est absolument prodigieux, qui est, comme je vous le disais au début, polymorphe parce qu'il peint. Il peint sur toile, il peint sur carton, il peint sur tous les supports qui lui passent par la main. En même temps, il grave, enfin, il réalise ce qu'on appelle des estampes. Dans la grande famille des estampes, on peut citer en effet la gravure et la lithographie. Dans la gravure, eh bien, il va expérimenter les supports métalliques, le cuivre, etc., les eaux fortes, les pointes sèches, et il expérimente également la gravure sur bois. Donc, vous voyez comme il y a un éventail en fait de techniques qui montre à quel point ce peintre a une dimension, et on peut le dire, hein, vraiment révolutionnaire. Alors, le plan que je choisis, j'ai tâtonné pour le choix d'un plan. J'hésitais entre un plan chronologique et un plan thématique, et j'en parle parce que là aussi, ça éclaire la complexité du peintre et la complexité de son œuvre et la complexité avec laquelle on peut saisir les subtilités de son œuvre. Donc, j'ai choisi un plan chronologique assez simple. Je trouve que c'est assez commode, parfois, les plans chronologiques. Partie 1, le 19e siècle, partie 2, le 20e. Et dans chaque, partie, je ferai un découpage par décennie. Voilà.
Donc ça nous permettra de bien structurer le propos et de comprendre son évolution. Dernier petit point, Munch est souvent associé à des noms de style. Vous savez, on peut égrener comme ça toute une série de noms de mots en isme. Il a été associé à l'impressionnisme. Il a été associé également au romantisme, au post-impressionnisme, au symbolisme. Tout cela, c'est l'affaire du 19e siècle. Et le 20e siècle, on le présente un peu comme le chantre du surréalisme et juste avant même de l'expressionnisme et surtout de l'expressionnisme. Le surréalisme, c'est une notion qui vient un peu plus récemment. Eh bien, il est mort en 44. Attention, 44, c'est l'année aussi des décès de Kandinsky et de Mondrian. Donc, il est pleinement dans le XXe siècle. Eh bien, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Dans cette première diapositive, nous présenter Munch, une gravure en haut à gauche qui sera à l'exposition, le Palais Royal de Milan en haut à droite et cet écrin absolument magnifique qui accueille depuis 2020 la collection à Oslo, la collection Munch. Nous pouvons. Bien, alors ne regardez pas ce qui est écrit en haut à gauche, c'est un petit résumé, mais je vais vous en reparler. Pour comprendre cet artiste prodigieux, il faut se référer à son enfance. Parce que l'œuvre de Munch est avant tout autobiographique, pas seulement, elle est aussi littéraire, mais elle est surtout autobiographique. Le fait biographique est essentiel dans sa vie. En effet, il grandit, alors je vous le présente, il est là, à gauche, sur ce trône, et au milieu, c'est la fratrie, à droite, son père. Il naît donc le 12 décembre 63, petite parenthèse, 63, c'est l'année de l'ouverture du Salon des Refusés avec l'exposition et la présentation de l'œuvre de Manet. Donc, vous voyez, il est pleinement dans cette période extrêmement prolifique où l'on remet énormément de choses en question. Il est né dans un petit quartier, l'Automne, un petit quartier de Christiania, qui est le nom ancien d'Oslo, jusqu'aux années 20. Et qui fait maintenant partie d'Oslo. Et il est né dans un corps chétif. Il est fragile. Et d'ailleurs, nous savons qu'il n'a pas été baptisé dans la cathédrale dont dépend la maison, la famille, la cathédrale Saint-Paul, mais il a été baptisé à la maison parce qu'il était malade et que la famille craignait un refroidissement. Et il le dit, je suis né dans un corps mourant, je suis né mourant. Donc ça donne une idée quand même de la conscience qu'il avait de sa fragilité. Donc, fait biographique, quand il a 5 ans, eh bien, il perd sa mère. Il perd sa mère et la dernière des 5 des 5 enfants vient de naître. Donc c'est une tragédie et c'est l'élément, si vous voulez, déclencheur de son travail sur la maladie, sur la mort, sur l'inquiétude, sur l'angoisse, etc. C'est vraiment le départ de sa mère. Donc très très vite, la famille est prise en charge, enfin les enfants sont pris en charge par la tante, la sœur de sa maman, qui s'appelle Karen Marie Bolstadt. Eh bien, cette femme joue aussi un rôle important puisqu'elle dessine, elle peint et elle engage les enfants dans une éducation artistique, tous, y compris la sœur aînée de Munch qui s'appelle Sophie. Bien. Et enfin, dernier fait biographique majeur pour comprendre son œuvre, c'est la mort de sa sœur. Il perd sa sœur qui est à gauche, en haut à gauche, il la perd, voilà, elle est là. Je vais utiliser ma petite flèche, je ne sais pas si vous la voyez. Dites-moi si vous voyez la flèche sur la slide. Donc, il perd sa sœur, Sophie, il a 14 ans et sa sœur a 15 ans. Donc, imaginez que très, très jeune, c'est pas très grave, je détaillerai oralement. Donc, imaginez qu'à 15 ans, il a perdu sa mère, il a perdu sa sœur. Ça signifie que la mort est présente et qu'elle touche ceux qui lui sont le plus chers, des femmes qui l'ont accompagné, si bien que très, très vite, là, je vous donne un petit indice, les femmes, l'amour et la mort sont étroitement liés dans son esprit. Il y a une proximité de cette mort jusqu'à la fin. D'ailleurs, je terminerai avec un autoportrait des années 42-43, donc juste avant qu'il ne s'éteigne.
Bien. Quant au père, eh bien le père, vous le voyez à droite, c'est une famille le père est militaire. Enfin, il est médecin militaire. Il est assez pieux, très religieux. Enfin, il était religieux, mais à la mort de sa femme et de sa fille, il plonge dans une espèce de religiosité un peu puritaine qui agace Munch. Mais une famille qui reste quand même assez attachée dans la culture à la tradition. Maintenant, un mot sur le contexte culturel de l'époque. Là, on ne se préoccupe pas du style ni des dates des œuvres que je vous présente et qui seront là à l'exposition. Nous voyons la fameuse bohème de Christiania. Il a consacré tout un cycle de tableaux à cette bohème de Christiania. Christiania, je vous le rappelle, c'est le nom d'Oslo. Ce sont des peintures. Sur la gauche, vous avez une peinture sur toile. En haut, une gravure, une sérigraphie également. Et ce qu'il cherche à faire, c'est apporter un témoignage, le témoignage de ce groupe d'individus. Ce sont des artistes, des écrivains, des peintres, des acteurs également, qui s'insurgent, ils se regroupent dans des cafés et ils discutent. Ils s'insurgent notamment contre ce qu'ils appellent l'autosatisfaction mensongère. La société est hypocrite, elle ment. C'est une société qui est très étroite d'esprit et qui a des principes moraux et religieux qui sont totalement obsolètes et hypocrites. Donc, par l'art, on connaît ça, hein, on en a, voilà, on a la même chose à Paris, la même chose à Vienne, la même chose à Berlin. Eh bien, il existe une branche littéraire et une branche artistique. Christian Krog, et c'est vraiment de lui que je voudrais parler. Christian Krog, il est représenté là, son épouse est juste là, vous voyez en bas à droite, c'est le barbu, son épouse est en rouge. Christian Krog, c'est le volet artistique, c'est le peintre qui encourage, c'est un peu la variante, quand je vous disais que c'est un phénomène européen, c'est la variante d'Émile Zola, si vous voulez. Donc, il prône le naturalisme, c'est-à-dire que pour peindre, pour écrire, on doit s'inspirer des images de son temps. La ville, la campagne, le monde ouvrier, le monde paysan, etc. On doit renoncer à tous ces thèmes qui sont des thèmes d'antan, à savoir, et dépasser, à savoir la mythologie, les scènes d'histoire, les scènes religieuses, etc. C'est vraiment le pendant d'Émile Zola. Et on a la même chose avec Hans Jäger, que vous apercevez dans celle du haut à gauche, à droite. Hans Jäger, eh bien, c'est la figure, c'est un meneur également, mais c'est la figure idéologique de la bohème. C'est celui qui écrit, c'est celui qui rédige. Il a écrit d'ailleurs un livre, un roman qui s'appelle La bohème de Christiania et qui a été saisi en 1885. Il a fait de la prison pour ses textes séditieux, etc. Donc, c'est un milieu qu'on pourrait presque qualifier de révolutionnaire en sachant que Hans Jäger était considéré comme un anarchiste par certains. Nous sommes dans les années 80. Munch fréquente ce milieu, donc un petit peu... voilà, en marge de la légalité, puisque certains, et du droit, puisque certains font des passages en prison. Et plus que ça, il est profondément marqué par Christian Krog. Pourquoi ? Parce que quand il commence à peindre, Munch, en 81, il s'inscrit d'abord dans une école des beaux-arts à Oslo. Donc, il apprend à croquer, il apprend à dessiner, etc. Et avec des amis étudiants, il trouve un atelier dans un appartement, dans un immeuble, habité également par Krog. Donc, Christian Krog vient dans l'atelier de Munch et corrige son travail et l'encourage à aller vers ces thèmes plutôt naturalistes. Quand on parle de naturalisme, ça veut dire qu'on s'inspire de la réalité. Pensez à Zola, vraiment. Bien, alors ça, c'était pour le contexte. Maintenant, nous avons vu qu'il était très ancré dans la société moderne d'Oslo, par le biais de ce groupe-là. Et je voudrais vous présenter les tout premiers. C'est vraiment cette première décennie des années 80, je vous avais parlé des décennies, cette première année
des années 80, il se forme. Alors, comment se forme-t-il? Un peu à l'école, mais surtout, c'est un autodidacte et qui travaille, qui écoute ses pairs. Donc, il tâtonne, il va chercher un petit peu partout. Ces années 80, elles sont très intéressantes pour montrer justement la diversité de son style et le fait qu'il cherche. On va commencer, je vais vous présenter des portraits, je vous présenterai deux scènes de genre et deux paysages. Et avec cela, on verra que finalement, à la fin des années 80, Munch montre qu'il est, enfin, il a un radar, hein, il capte tout d'une part, et qu'il est en possession de ses moyens artistiques. On peut vraiment le formuler comme ça. Donc, deux portraits, un autoportrait à gauche, le portrait de sa sœur, de sa petite sœur Laura à droite. C'est la même année, hein, 80-82. À gauche, on a un autoportrait vraiment le tout premier où Munch se représente de façon assez classique, un cadrage serré, légèrement de 3/4, dans une position élégante. Vous observez ce visage qui est fortement éclairé, qui se détache d'un fond sombre, et il a recours à une technique assez classique qui est la technique de la peinture tonale. Hein. Si vous regardez le front, par exemple, le menton, hein, donc il passe d'une partie claire à une partie foncée en travaillant la tonalité. C'est ça la peinture tonale. De plus, les yeux bleus, le nez droit, ce menton un petit peu en galoche comme ça, c'est un tableau réaliste, c'est lui. Parce que à ce moment-là, quand il démarre la peinture, ce qui l'intéresse, c'est surtout de saisir les traits de son visage. Voilà. C'est un tableau réaliste, classique, comme on pourrait le dire peut-être dans les écoles, c'est bien fait, c'est correct, hein. C'est ce qu'on attend d'un élève d'une école. À droite, même année, le portrait de sa sœur, de sa petite sœur, qui à 18 ans est internée parce qu'elle souffre de maladies psychiatriques. Donc elle passe le plus clair de son existence dans un hôpital psychiatrique. Alors, je dirais presque même composition. Elle est en revanche de face, un fond sombre, rapidement brossé, un fort éclairage. Elle est presque surexposée. Et d'ailleurs, regardez le passage, notamment sur les tempes à droite, le passage de la lumière à l'ombre n'est plus subtil. Hein. C'est un contraste assez fort. Donc, c'est une technique différente. D'ailleurs, même la collerette, eh bien, elle est traitée de façon beaucoup plus rapide. Hein. Le coup de pinceau est plus vif. Voilà, la même année, il peut faire deux choses différentes. C'est un portrait en effet réaliste de Laura. Il y imprime cette mine un peu boudeuse, ses yeux un peu rêveurs, peut-être là le signe annonciateur de ce qui va lui arriver et de sa future maladie. Je les compare parce que dans l'absolu, ils sont très proches, mais quand on regarde dans le détail, à droite, on serait presque tenté d'y voir un peu de Manet et un peu des Espagnols. Attention, Christian Krog, qui l'a donc orienté vers ce type de travail, était un passionné de Manet comme de nombreux artistes de cette époque. Hein. On est en 82 et Manet, de toute façon, était lui aussi, a remis un peu l'Espagne à la mode. Donc, il n'est pas étonnant de voir dans ce portrait l'influence de Manet et l'influence des Espagnols. Nous allons passer maintenant aux scènes de genre. Même année 83, il représente sa tante, Karen Marie Bollstadt, une scène d'intérieur. Hein. Vous savez, à cette époque-là, quand on démarre, eh bien, on peint son entourage, hein, on peint sa famille, on peint ses amis, etc. Ce qu'on essaie de faire dans les années 80, c'est surtout Oui, alors par rapport à vos questions, je vous donnerai les noms hein, de ces personnages que je cite, hein, notamment Christian Krog. Hein, j'en ai parlé de Christian Krog. Si vous voulez, ça, Christian en fait, hein, enfin, C-H-R-I-S-T-I-A-N, et Krog, K-R-O-G-H. Voilà, j'ai répondu à votre question. Alors, Karen Bollstadt sur son fauteuil. Petite précision, les titres sont en anglais parce que j'ai téléchargé le dossier de presse et je ne voulais pas tout traduire parce que j'avais peur de commettre des erreurs. Donc, j'ai gardé comme cela les titres. Donc, je les traduis au fur et à mesure. Hein. Donc, sa tante est dans un intérieur avec un cadrage assez serré. Elle pose, la tête légèrement penchée. Remarquez cela, notez sa tête légèrement penchée. C'est un motif
motif qui se répète, c'est même récurrent, quasi, c'est sa signature, hein, ce visage un peu penché, jusqu'à la fin de sa carrière. Donc un fond une palette assez sourde, assez sombre, une lumière tamisée. Et là, j'attire votre attention sur le travail de la lumière. Cette lumière tamisée est extrêmement subtile. Regardez l'ombre de la tente, hein, qui est représentée de façon extrêmement subtile, et puis cet éclairage beaucoup plus fort sous le fauteuil, hein, cette netteté, hein, dans le passage du vêtement sombre à la lumière. Donc il y a toute une pléiade comme ça de traitement de la lumière qui montre quand même qu'il s'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour de lui, hein, puisque les années 80, enfin 60, 70, 80, ce sont des années qui ont été très tournées vers le travail de la lumière. Je dirais que ce tableau nous rappelle l'autoportrait dans la facture, dans le côté comme ça assez bien fini, nous rappelle plutôt l'autoportrait de Munch. En revanche, regardez ce tableau qui est contemporain, on est encore en 83, toujours une scène de genre. Un vieillard, une jeune fille attablés, ils boivent le café, hein, ils sont dans un intérieur. Le format très allongé est beaucoup plus original, ce qui lui permet de dire autre chose, hein. Donc les têtes toujours baissées, dans une espèce de rêverie, de songe. C'est la posture qu'il a définie dès le départ et qu'il continue, comme je vous le disais, à garder. Ce qui m'intéresse ici, c'est le traitement de la lumière et la touche. C'est une touche extrêmement libre. Il tamponne en quelque sorte avec sa brosse la toile. Il ne cherche pas à masquer les traces du pinceau. La lumière également, elle est très audacieuse, elle est beaucoup moins subtile, moins nuancée, moins classique. J'attire votre attention sur la tasse, la soucoupe, le blanc lumineux que vous avez là, c'est un blanc quasiment pur. Pareil pour le col du vieillard. Vous voyez comme la même année, il est capable de faire des choses totalement différentes. Je poursuis toujours dans ces années 80, avec le paysage. Le paysage, des petits formats, hein, dans les années 80, il travaille sur des petits formats. Je dirais que nous sommes dans les années 80, deux paysages très proches, hein, ils représentent la même chose, la même rue, la rue Karl Johan, qui est la rue principale d'Oslo. 5 ans séparent ces deux tableaux, 5 années. Ils sont en effet très proches dans le choix des couleurs, la palette, des bruns très clairs, le rouge des toits à gauche, à droite le rouge de l'ombrelle, le bleu du toit à gauche, le bleu du fond et du ciel à droite, une palette assez proche. Dans les deux cas, eh bien, les tableaux, le peintre construit ces rues avec des lignes de force, des lignes qui sont extrêmement fortes. À gauche, on a des espèces d'obliques qui barrent, des obliques qui barrent la surface du tableau. À droite, ce sont deux obliques qui se rencontrent et qui ainsi, par ce biais-là, par ces obliques très en diagonale, augmentent l'effet perspectif et donnent beaucoup plus de profondeur à la scène. À gauche, Munch semble être au balcon. D'ailleurs, c'est une astuce, si vous voulez, qui est très employée au XIXe siècle, et on pense à Caillebotte notamment. Et à droite, eh bien, c'est assez curieux parce qu'il est à peu près au même niveau que les promeneurs. Et pourtant, regardez, on a une rue qui bascule, qui semble s'avancer, hein, un horizon qui est extrêmement haut. Il a recours également pour accentuer la profondeur à des premiers plans proéminents. Regardez ce personnage avec son chapeau haute forme qui est coupé, hein, très audacieux. Et dernière chose, une espèce de dilatation de l'espace avec des personnages au premier plan beaucoup plus détaillés que les détails de l'arrière-plan. D'ailleurs, les détails de l'arrière-plan, ce sont des petites touches de peinture.
Excusez-moi. Bien. Alors, en résumé, à droite, il a recours à l'oblique, au corps coupé, à l'effet de plongée, hein, toujours l'impression comme ça qu'on est en plongée, et à la dilatation de l'espace. Toutes ces astuces que je viens de citer sont celles utilisées, employées, développées par les impressionnistes. C'est dans ce type d'œuvre que l'on a parlé d'un Munch impressionniste. Il n'est pas impressionniste, mais il regarde ce qu'ils font, il le réutilise à ses propres fins. Je voudrais également mentionner une autre influence, mais je ne la développe pas parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps, c'est le japonisme. Le fait de couper comme ça les figures, de tracer des obliques, de relever le plan, c'est l'estampe japonaise, hein, et d'ailleurs, les impressionnistes ont été fascinés par le Japon et par l'estampe japonaise. En tout cas, par rapport à Paris, on a quand même une différence. C'est qu'en 83, il découvre la modernité, notamment la modernité parisienne, à travers, ce qu'il entend de ses pairs, mais également des revues, des magazines qui circulent. En 89, il est allé à Paris. Il a fait un premier voyage à Paris, assez bref, 3 semaines, et il a pu se frotter à ce qui se faisait à Paris, se frotter à la modernité. Bien, alors je termine donc avec les années 80 et pour illustrer cette transition, ce passage des années 80 à 90, je vais parler justement de son deuxième voyage à Paris. Nous sommes en 89. En 89, 89, c'est une année marquante. C'est une année qui est vraiment considérée comme décisive dans l'œuvre de Munch. D'une part, en effet, il organise une exposition, sa première exposition en avril, en 89. C'est l'année d'un premier scandale également. Un scandale qui est surtout lié à ses thèmes et à son audace, l'audace technique, l'audace de sa touche, mais également les thèmes, et ça j'y reviendrai. Malgré tout, et ça c'est un petit peu la règle dans sa vie, scandale, succès. Il a des succès de scandale. Et du coup, eh bien, il reçoit quand même une bourse et qui finance son voyage à Paris. Donc, en 89, fin 89, il vient à Paris. Paris, je vous le disais, eh bien, c'est la ville de la modernité, mais pas que. Les peintres du Nord se forment en Allemagne et à Paris. En Allemagne d'abord, la Norvège à cette époque-là est très marquée par la culture germanique. Donc on circule en Allemagne, on va se former à Düsseldorf, à Cologne, à Munich, à Berlin, à Leipzig. Ce sont des petits centres, c'est très éclaté et on passe comme ça de ville en ville. Mais Paris reste quand même la capitale des arts et elle le restera jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. À Paris, on découvre les anciens. Les anciens, c'est-à-dire l'Antiquité dans les musées, la sculpture, au Louvre, mais aussi les anciens, c'est le 16e, 17e, 18e. Ce sont les classiques italiens, mais aussi Velázquez, etc. Donc, quand il va à Paris en 89, Munch veut en effet se former, mais aussi prendre un peu la température de ce qui se fait chez les modernes. Bon, il se trouve que le salon et toute cette peinture académique le dégoûte, c'est le terme qu'il utilise par la suite, il le dit, il dit « Je pensais être enthousiasmé, mais je n'ai ressenti que du dégoût. Trop académique, trop rigide, pas assez novateur. » En tout cas, il est à Paris et ce que vous avez sous les yeux, c'est un clair de lune, une nuit à Saint-Cloud. Parce que nous sommes dans les années, oui c'est ça, en 89, il y a une épidémie. Oui, il y a une épidémie de choléra et il va s'exiler à Saint-Cloud, dans ce petit bourg de Saint-Cloud. J'ai un peu de mal à m'arrêter pour écrire. Donc, je vous les donnerai parce que sinon, ça va me déconcentrer. Christian Kroc, c'est le premier nom que j'ai cité. Et Hans Jäger, je vous les donnerai après. Donc, il est à Paris, à Saint-Cloud. Et voilà, c'est une année difficile parce qu'il est, il tombe malade, d'une part, en 89, et d'autre part, il perd son père.
D'où ce thème de la nuit à Saint-Cloud, qui est en fait un thème lié à la mélancolie. Et là, j'introduis cet affect qui est là aussi traité de manière récurrente, c'est la mélancolie. Alors, on a un personnage qui est totalement isolé, qui est coincé au fond de la pièce, une pièce qui est baignée dans une obscurité, laquelle obscurité est rendue par ce jeu de contraste, cette opposition entre les bruns très foncés, très sourds, et les bleus. Le bleu, là, a une valeur vraiment affective et expressive. Le bleu exprime la mélancolie. Regardez également ce travail de la lumière qui renvoie, qui duplique, si vous voulez, la fenêtre au sol. Vous avez une estampe, une gravure à gauche et à droite une peinture sur une huile sur toile. Le personnage qui est au fond, en fait, c'est son ami. Il est à peine évoqué. C'est son ami qui l'a accompagné, en fait, à Saint-Cloud et qui s'appelle Emmanuel Goldstein. Emmanuel Goldstein, c'était un ami poète qui s'est exilé avec lui à Saint-Cloud. Pourquoi est-ce que je mentionne son nom? On sait que c'est lui, parce que pour la première fois, eh bien, Munch utilise une autre personne pour parler de lui-même. Il a recours à ce qu'il appelle le double. Lui, on en verra d'autres. Ça, c'est typique des années fin 80, années 90. À partir de 1900, il se met en scène lui-même. Il n'a plus besoin de ce double, il n'a plus besoin de se cacher derrière le masque de l'autre. Donc, ce tableau, moi, il m'intéresse parce que il est, déjà la palette très sourde, très sombre, la façon d'utiliser le bleu à des fins expressives. Deuxièmement, le sens qu'il donne à cette pièce, c'est une prison. Et elle est même liée, regardez, à la mort, puisque sur le sol, vous apercevez la croix. La croix se répète. La structure de la fenêtre évoque l'idée de croix, donc l'idée de mort. C'est une prison. Il est bloqué dans ce qu'il appelait, lui, dans ses écrits, un aquarium. Une pièce étroite, c'est un aquarium. Regardez. Alors là, on ne regarde pas la date, c'est simplement une comparaison pour vous montrer comment 10 ans après, il modifie, il garde le thème, mais il modifie la représentation. La palette, déjà, la couleur, plus rien à voir avec ce que nous avions vu. En effet, ce sont des couleurs franches, acides, expressives, vives, chatoyantes. Et il travaille par aplat, il ne construit plus par la lumière le tableau, il travaille par aplat. Regardez le contour également de cette figure, de cette métaphore de la mélancolie qui ressemble un peu à sa sœur quand même. Vous apercevez qu'il y a un contour, la figure est isolée d'une certaine façon par ce tracé. Là, je vous renvoie au cloisonnisme, à Gauguin, à Van Gogh et au courant synthétiste, où l'on travaillait comme ça en cernant les figures, un peu comme les vitraux. Mais malgré cette différence, on retrouve ce thème de la mélancolie avec la fenêtre qui est dupliquée, qui rappelle les barreaux d'une prison, l'étouffement, l'enfermement et surtout le personnage qui est bloqué au fond de la salle. Voilà donc comment un thème qui a été défini au début des années, une composition au début des années 90 est repris en gardant les grandes lignes, la signification, mais en changeant totalement de style. Je reviens à la mélancolie, il est toujours à Paris. Cette figure-là, c'est la figure de la mélancolie, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Je voulais quand même signaler. Alors attendez, voilà, je vais revenir. Voilà, je voulais signaler la métaphore, la mélancolia à gauche de Dürer, qui est définie par un personnage, un ange, un religieux, etc., mais qui se tient le visage, qui est totalement, vidé par ce sentiment de vide, cette vacuité. Au milieu, on a un Saint Jean-Baptiste de mémoire, de Bosch, même position, et à droite, Van Gogh, même position. Donc vous voyez ici
il ne fait que reprendre, si vous voulez, un archétype, une formule qui a été éprouvée pendant très très longtemps dans le passé. Et même dans certaines sculptures bas-reliefs grecs, on a cette figure de la mélancolie, c'est pour vous dire. Eh bien, ce personnage, c'est l'un de ses amis. Attendez, je vais écrire son nom. Il s'appelle Jaap Nielsen. Jaap Nielsen, retenez ce visage et retenez ce nom. Jaap Nielsen, c'est un ami, un historien d'art, un historien également, journaliste, très proche de Munch, et il l'utilise également comme un double. En réalité, Jaap Nielsen, c'est Munch. Munch, on va le retrouver dans d'autres tableaux, je vais vous le montrer, avec cette coiffure un peu en casque, hein, qui prévaut dans le thème de la mélancolie, et représenté par Jaap Nielsen. Mais en réalité, comme je vous le dis, c'est un autoportrait. Nous sommes en 91. Eh bien, comparer le style, voilà, avec non pas la gravure de gauche, mais le tableau qui est à droite. Là, il travaille par petites touches. À droite, ce sont vraiment des petits coups de pinceau hâtifs. Et là, eh bien, c'est une ébauche, hein, et pourtant c'est une huile, hein, c'est une ébauche, le geste est rapide, etc. Huile, crayon, feutre sur toile. On est en 91, il expérimente des techniques, des mises des compositions différentes, etc. Bien. Alors, ça c'est son ami Jaap Nielsen dont je vous parlais, qui est à droite, on le reconnaît bien, la figure de la mélancolie. Et pour terminer avec Paris et avec la diversité, la variété des techniques, je voulais vous montrer ce plein air, hein, cette figure en plein air, et notamment cette technique qui nous rappelle, je dis bien qui nous rappelle, ça n'est pas la même technique au sens strict, les post-impressionnistes. Ces post-impressionnistes qui travaillaient par points ou par petits traits, des petits bâtonnets comme ça de couleurs pures, du rouge, du jaune, du bleu, parfois des couleurs secondaires comme le vert et l'orange, et c'est l'œil qui reconstitue la couleur, qui crée le mélange. Eh bien, il a vu Seurat à Paris, il a vu également Signac, et il reprend, ça l'intéresse, mais il utilise ce qu'il voit à des fins personnelles. Ça, si on a compris ça, je crois qu'on a vraiment compris Munch, c'est sa capacité à s'emparer de ce qu'il voit. Comme je vous le disais, c'est un radar pour servir ses propres préoccupations d'artiste. Bien. Nous avons parlé de ce scandale de 89, on va continuer avec le scandale de 92. Le scandale de 92, c'est lorsqu'il est invité à Berlin, c'est vraiment un point aussi important. Il est invité à Berlin par un peintre qui s'appelle Norman, qu'importe, pour exposer ses tableaux. Il en expose 55. Il apporte un soin considérable à la présentation des œuvres. Il l'a toujours dit, hein, Munch, son œuvre, c'est un orchestre, c'est une partition, ça n'est pas un instrument de musique. Donc c'est vraiment l'association de tous ces instruments qui crée la partition, qui crée la musique, qui crée l'harmonie. Donc ces œuvres ne peuvent pas être isolées les unes des autres, elles doivent être présentées ensemble. Voilà. Et même, j'allais dire, au-delà de ça, les œuvres ont un ordre, elles s'intensifient, si vous voulez. La proximité permet d'intensifier le sens de chaque tableau, hein, et de donner le sens de chaque tableau. Alors, en 1892, il est invité à Berlin, il présente 55 tableaux, l'exposition ouvre le 5 novembre 92, elle ferme le 12 novembre 1892. Elle dure 7 jours. Elle ferme dans une agitation effroyable, des polémiques, des critiques, du bruit, beaucoup de bruit. Voilà ce que l'on peut entendre dans les couloirs. Ces tableaux ne sont que des barbouillages bâclés, de sorte qu'il semble quelquefois difficile d'en distinguer quelque chose qui est figure humaine. Ça veut dire que en 92, on est encore dans cette logique qu'un tableau doit ressembler à quelque chose.
Vous voyez qu'on doit y voir, y lire un sens et reconnaître les figures humaines. Vous voyez? Et en réalité, en 92, les thèmes choquent. Parce que les thèmes, ce sont des thèmes liés à la femme, à l'amour, au sexe et à la mort. Alors, il est soutenu par quelques amis, notamment, je cite Strindberg, qu'il avait rencontré à Paris. Donc, il y a tout un cercle comme ça d'amis qui le soutiennent. Mais pourquoi est-ce que je parle de cette exposition qui a eu lieu en 92? C'est que 10 ans après, en 1902, cette œuvre, l'essentiel de cette œuvre et tout ce qu'il fait dans les années 90, toutes ces œuvres-là sont accueillies encore à Berlin. Donc, en 92, il fait scandale. En 1902, il réexpose ses œuvres à Berlin à la sécession. La sécession de Berlin, c'est une grande manifestation comme la sécession de Vienne ou de Munich, hein, où on expose des œuvres et des artistes qui font sécession, donc qui ne s'inscrivent pas dans la lignée, dans la logique un peu académique des grandes écoles qui ont pignon sur rue et qui sont reconnues officiellement. Donc c'est en marge de l'art officiel, pour faire court. Donc là, je vais vous présenter maintenant ces années 90. Ces années 90, c'est la fameuse frise de la vie. Pendant les années 90, il va réaliser des tableaux, donc présentés à la sécession en 1902, qui sont en lien, qui exploitent tous ces thèmes liés à la vie, à l'amour et à la mort. Je vous ai présenté les 4 murs qui étaient de l'entrée de la sécession de 1902, l'éveil de l'amour, l'épanouissement et le déclin de l'amour, l'angoisse de vivre et la mort. Ces 4 thèmes correspondent à 4 murs, 4 ensembles d'œuvres. Donc, j'espère que vous avez, jusque-là, vous suivez. Donc, je récapitule. On a vu, donc j'ai terminé les années 80 avec Paris. Nous avons vu qu'à partir de Paris, il dispose de tous ses moyens artistiques. Il connaît le néo-impressionnisme, il connaît le romantisme, l'impressionnisme, etc. Il connaît tout. Il a tout essayé. Et en 92, il présente toute une série d'œuvres qui fait scandale. 10 ans après, il représente à nouveau ses œuvres, gonflées, agrandies d'autres créations. Et c'est cela que je vais vous présenter maintenant sous l'expression frise de la vie. Alors, une petite carte pour vous expliquer, pour situer les lieux qui accueillent justement la plupart des scènes de la frise de la vie. Vous avez Oslo en rouge, je ne sais pas si vous voyez un point rouge, eh bien, un petit peu plus au sud, à 80 km à peu près au sud d'Oslo, vous voyez pas très loin, sur le littoral, pas très loin de Drammen, hein, mais plutôt sur le littoral, nous avons la fameuse ville de Asgardstrand. Là, je vous l'ai écrit. Asgardstrand, c'est un village, ce n'est pas une ville, c'est un village à l'époque de pêcheurs. Une sorte de station balnéaire avec une large baie qui s'ouvre sur un fjord. Il y avait également une jetée en dur où accostaient des bateaux à vapeur. Ça signifie que cette station balnéaire, si vous voulez, eh bien, elle accueillait des estivants, des familles, mais pas que. Le bateau à vapeur permettait de faire la liaison avec Christiania, donc Oslo, et la plupart des familles l'été s'installaient là-bas et les pères allaient travailler la journée. Hein, voilà. Mais il y avait aussi des locaux, évidemment. Et c'est cette ville qui va servir de cadre, ce village, à la plupart des peintures de la frise de la vie. En haut à droite, vous apercevez, ce sont des photos modernes, ces gros blocs de pierre, de granit qui ont été polis, hein, façonnés par le vent, les intempéries et les âges. En bas à gauche, la maison de Munch. Donc nous allons commencer la frise de la vie avec l'éveil de l'amour. Et je vous présente La Tempête. Il s'agit d'une gravure sur bois qui représente
un événement, une situation réelle qui est une tempête, donc une tempête terrible qui venait de sévir dans ce village de pêcheurs. Et alors, il y avait de nombreuses familles qui étaient là, et c'est ce qu'il nous raconte. Bon, on est en 1908, donc c'est un petit peu après la décennie 90, mais si vous regardez là, vous avez le vrai tableau. Il n'est pas présenté, ce tableau, à l'exposition. Nous n'aurons que la gravure sur bois. Mais je trouve que mettre en opposition comme ça les deux œuvres nous donne pas un certain nombre d'informations. Alors, au centre, une maison qui est solidement ancrée, hein, qui est encore éclairée. Devant vous, sur la droite, un groupe de femmes et se détache de ce groupe de femmes une femme en blanc qui semble quitter la maison pour aller voir du côté de la jetée. Hein. Elles sont affolées, elles sont terrifiées. D'ailleurs, elles portent leurs mains au visage. Peut-être cachent-elles leurs oreilles, si ça vous dit quelque chose, ça. Alors, ce tableau est vraiment intéressant dans le sens où la composition sert le sens. Ces femmes qui font ce geste, finalement, elles expriment un état psychique. La terreur face à cette nature qui est une nature plutôt hostile pour le coup, hein, dans ce cas précis. À partir de 1900, la nature n'est pas du tout hostile, au contraire, l'homme fusionne avec la nature. Notez cet arbre, hein, qui est là, qui ploie. De ce côté gravure, eh bien, regardez également les ondulations, hein, si vous voulez, la turbulence du vent qui s'exprime par ces lignes un peu sinueuses. Donc, on a là un contraste extrêmement fort entre, d'une part, cette maison qui exprime la sécurité, qui est très ancrée dans le sol, et cette nature sauvage et dangereuse. Hein. Donc, les forces de la nature contrastent avec la stabilité bien ancrée de la maison. Ici, voilà, on retrouve un peu cela, avec une très très grande aussi liberté d'exécution. Hein. Le groupe des femmes, c'est un groupe, ce ne sont pas des femmes, c'est un groupe, hein, c'est une masse. Hein. Bien, la tempête, après la tempête, est toujours dans sur ce premier mur qui est l'éveil de l'amour. Je voulais vous parler du baiser. Les deux œuvres sont présentées à l'exposition. On a le baiser de 91, il est à Paris où il vient de quitter Paris, et le baiser de 97. Je vous ai dit que la frise de la vie, c'était les années 90. Un seul sujet, deux façons différentes, malgré l'apparence, de représenter le baiser. À gauche, c'est une scène d'intérieur. Le baiser, ces deux êtres qui s'embrassent sont à gauche, dans une pièce, on a la fenêtre, on a la chaise, elle est détaillée, etc. Et d'ailleurs, ces deux personnages, si vous voulez, sont un petit peu, ils sont sur le côté, ils ne constituent pas l'axe principal de la composition. À droite, le cadrage est serré, hein, est totalement resserré sur cette scène du baiser. Et que voyons-nous? Eh bien, une masse, deux êtres qui s'étreignent, qui s'embrassent, et qui, si vous voulez, exprime quelque chose d'extrêmement puissant, un peu comme une montagne, hein, oui, on pourrait presque parler d'une montagne. Une montagne haute, une montagne sombre, une montagne abrupte. Et là, j'attire votre attention sur le traitement, sur la façon dont il procède. Nous sommes dans sans doute la chambre de Saint-Cloud, parce qu'on reconnaît les rideaux, hein, les voilages. Ce sont les mêmes que dans la scène de Saint-Cloud. Vous vous souvenez qu'on avait vu tout à l'heure. Mais là, si vous voulez, c'est extrêmement resserré sur une masse, et j'aimerais laisser la parole à Przybyszewski. Przybyszewski, qui était un ami de Munch, c'était d'ailleurs plus qu'un ami, c'était son premier biographe, et voilà ce qu'il dit. On voit deux silhouettes humaines dont les visages sont fondus l'un dans l'autre, impossible de discerner le moindre de leurs traits, ne reste plus que le lieu de la fusion qui ressemble à une gigantesque oreille. Et on voit une petite oreille, hein, c'est le seul élément, hein, qui apparaît. Et il compare cette partie de la fusion du baiser, si vous voulez, des deux visages, il compare cela à une flaque de chair. Voilà ce qu'il nous dit, si vous voulez, de l'amour, et ce qu'il nous dit du baiser. Il nous dit que l'amour, il ne le conçoit pas autrement que dans la fusion.
Et c'est même pire que ça parce que cet amour qui fusionne, il absorbe, il avale, il engloutit et il dissout tout. Alors c'est un tableau qu'il faut vraiment voir de près pour noter notamment cette ligne, ce cerne que je vous avais déjà montré tout à l'heure, mais là c'est un cerne, vous voyez, un peu bleuté comme ça, qui semble isoler un peu cette masse et qui se répète plusieurs fois, un petit peu comme des vagues, hein, comme des ondes. Vous voyez, ça c'est une technique qu'il développe dans les années 90 et que, bon, une petite gravure hein, pour montrer finalement qu'il radicalise son style. Et ce système d'ondulation que je viens de vous montrer dans le baiser, on le retrouve dans ce tableau de la Madone qui est sans doute l'un des tableaux les plus connus de Munch. Donc je ne vais pas le détailler, mais je voudrais quand même signaler plusieurs choses. Nous aurons le tableau, nous aurons à l'exposition la lithographie, qui est très intéressante parce qu'elle montre le cadre d'origine du tableau de droite. Ce cadre d'origine, nous l'avons perdu, hein. Mais nous savons qu'il y avait peint et gravé sur ce cadre des spermatozoïdes que vous apercevez là, un peu, hein, ainsi qu'un embryon qui a quand même une tête de mort, hein. Alors cette Madone, elle est assez puissante. C'est un corps qui se perd dans les remous de l'arrière-plan, un arrière-plan qui ne nous donne pas beaucoup d'indices. Son bras droit, donc à gauche sur la photo, est placé derrière la tête, il se perd lui aussi dans les remous de l'arrière-plan, et puis le bras gauche est placé derrière le dos et accentue ainsi la cambrure de cette Madone qui s'offre totalement au spectateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une Madone en principe, hein, même si l'un des titres au départ était l'amante. Vous voyez, on est entre la Madone et l'amante. Et finalement, cette femme est... alors, je vous avais parlé de l'inspiration littéraire dans les années 90. Hein, c'est une période qui est marquée par le symbolisme et la littérature, et notamment là, elle se place entre l'Ophélie, hein, la figure un peu romantique de l'Ophélie, et également, je dirais, la Salomé. Salomé, je vous rappelle que Oscar Wilde décrit en 93 sa Salomé, hein, et c'est une Salomé. Si vous avez lu ce livre, quand on le lit, on entend ce cri strident, on entend ce côté un peu diabolique. Donc c'est une figure qui est en effet qui est une icône, donc une Madone. Cette icône, on la voit avec son auréole, une auréole rouge, soit dit en passant, et en même temps, elle s'offre totalement. D'ailleurs, regardez ce visage avec ses yeux qui ressemblent à des cavités. Il y a quelque chose d'un peu macabre. Bien, voilà. Alors, il y avait cette exposition dont je vous ai parlé de 1902 à Berlin, la Sécession. Elle est passée ensuite en 1903 à Leipzig, avec des petites variantes. Ce tableau, le jour d'après, trouble beaucoup les historiens de l'art parce que la signification, si vous voulez, la signification, le champ de signification est assez complexe. On voit au premier plan une table, une sorte de nature morte avec une bouteille, deux bouteilles, des gobelets également. Une femme étendue dans un lit, habillée, s'abandonne. Le bras tombe, elle a les yeux, le visage renversé comme ça et un peu mi-clos, une espèce d'état un peu extatique. Donc, on se situe là au croisement de l'ivresse, puisqu'on a la bouteille au premier plan, la maladie, avec ce motif du lit qui est dans la plupart des cas associée à la maladie. Elle est habillée en même temps. Si elle avait été malade, eh bien, on aurait vu une couverture monter jusqu'au menton. Et le jour d'après nous laisse imaginer qu'il s'agit d'une scène d'après l'acte sexuel, peut-être. Voilà. Donc, on est vraiment là dans un champ de signification assez large et assez mystérieux. Le cadrage, moi, il m'intéresse beaucoup parce qu'il est extrêmement serré et finalement, la table, regardez, d'habitude, il creuse avec des diagonales. Là, il renvoie cette femme au premier plan, au même plan quasiment que cette table qui bascule également vers nous sur le premier plan. Donc regardez ses audaces, il maîtrise tout. Hein. Il est vraiment, il s'amuse beaucoup en fait dans ses recherches spatiales. Maintenant,
Eh bien, je voudrais vous présenter ce tableau qui est la femme aux 3 stades de la vie. Alors, il ne s'agit pas de 3 portraits, mais bien d'une femme vue sous, voilà, sous différents 3 niveaux d'existence, comme il disait. D'ailleurs, ce tableau s'appelait Sphinx hein, au départ, et il est présenté dans le cadre de l'épanouissement et du déclin de l'amour. On va commencer par la figure de gauche. Il s'agit d'une femme, toute de blanc vêtue. On pense à la femme en blanc de ce que je vous ai montré du storm, de la tempête de tout à l'heure. C'est une sorte de nymphe aquatique qui est totalement tournée vers l'eau, hein, vers la mer, vers le fjord, donc vers l'élément aquatique, l'élément l'eau, la matrice, hein, l'origine. Voilà, c'est une femme très aérienne, presque en lévitation, et puis on voit une partie de ses cheveux. Vous voyez, ses cheveux sont divisés en 2, une partie donc qui est à plat, et une autre partie qui part comme ça et qui va rejoindre la partie droite du tableau. Vous voyez, elle est reliée à cet homme, peut-être, je ne sais pas, par les cheveux. Hein. En tout cas, ses cheveux se prolongent comme ça par une espèce de traînée rougeoyante, incandescente. Hein. Voilà. Munch avait réalisé une deuxième version de ce tableau. Je vous la montre. Là, les cheveux, vous voyez, ils sont à plat. Hein. Bien. Au centre, dans l'axe, une femme nue, vue de face, les bras relevés. On pense à la Madone, à ce corps, en tout cas le buste, hein, jusqu'au pubis de la Madone. Cette femme, elle forme un axe, elle est nue, elle a les jambes légèrement écartées, et si on regarde le visage, les yeux, la bouche, etc., les cheveux, on serait tenté de penser à un portrait. C'est tout à fait probable. Ici, dans cette version, si vous regardez le visage, elle nous regarde, elle a une expression, elle ricane un petit peu, hein, c'est assez effrayant. Elle forme l'axe à sa droite, un petit peu plus à l'intérieur, dans la forêt, en retrait, oui, vers l'intérieur, dans la forêt obscure, une autre figure féminine que l'on peut, et là on peut reconnaître la petite sœur de Munch, à savoir Inger. Elle est en deuil. Elle est figée, elle porte une robe noire, lourde, un petit peu comme une cloche, donc elle est très ancrée. On a un portrait d'Inger hein, qui ressemble à ce tableau, c'est pour ça qu'avec cette robe un peu cloche, eh bien elle est ancrée et dans ses certitudes et dans la mort, la certitude de la mort qui apparaît notamment, qui est rendue par le visage, par les traits, les cernes du visage. Hein. Si vous voyez bien son regard, il est aussi mélancolique et triste. Ensuite, à droite, on a ce personnage que vous reconnaissez, Nissen Japs, qui était représenté dans la mélancolie avec ce visage, cette coiffure en casque et ce visage, cette coiffure un peu décorative. Voilà, c'est l'homme qui semble être relié à cette nymphe à droite. Moi, je crois qu'il n'est pas relié parce qu'elle regarde à gauche. Lui aimerait avoir une relation, mais ça n'est pas, à mon avis, elle se détourne de lui. Et d'ailleurs, regardez, pour preuve, ici, il fait demi-tour. Les cheveux, vous voyez, ne les relient plus et lui fait demi-tour. Il part dans l'autre sens. Alors, c'est un tableau, si vous voulez, qui est construit de façon assez complexe et très étudié. La structure est rigoureuse. Suivez en partant d'en haut, du haut et de la droite, suivez cette diagonale ondulante qui coupe le tableau en 2 et une ligne qui va donc d'en haut à droite vers le bas à gauche. Hein. Donc la ligne ondulante, la berge comme ça. Et cette ligne, cette diagonale, coupe le tableau en 2. D'un côté à gauche, une palette très claire, cette femme qui rappelle un petit peu la Vierge, hein, puisque ici c'est clairement dit, elle tient un bouquet de fleurs, de lys, donc un symbole marial, et puis à droite, la partie qui est dans l'obscurité. Eh bien, c'est une composition
qu'il l'éprouve un certain nombre de fois, hein. Là, nous avons deux femmes, avec à gauche, en effet, la mer, la femme en blanc qui se tourne vers la mer. À droite, l'obscurité, il n'y a personne. Cette femme qui fait l'axe du tableau, elle est en rouge, elle n'est pas nue, mais c'est quasiment la même chose quand on pense à la valeur expressive du rouge. Chez Munch et chez d'autres peintres, le rouge, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la tentation. Il représente d'ailleurs fréquemment la violence du désir féminin avec le rouge. Alors nous sommes à la fin, je ne vais pas détailler ce tableau parce que l'analyser, parce qu'il est très très connu, vous le connaissez, vous l'avez vu certainement, mais il me permet quand même de parler du rôle de la femme à la fin du 19e siècle. La femme s'émancipe, la femme sort de son intérieur domestique. Et ça va même très loin parce que dans la littérature symboliste, le vampire qui était masculin jusqu'aux années 1850, le vampire devient féminin. Alors ce tableau au départ n'était pas appelé vampire, hein, c'était pas du tout cela, c'était amour et douleur. Donc c'est l'ami dont je vous ai parlé, hein, Przybyszewski, son ami biographe, qui lui a suggéré l'idée du vampire. Ça veut dire que Munch n'a pas pensé à nommer ce tableau vampire. Il en était très étonné, il s'est dit tiens, pourquoi pas, oui, en effet, cette femme fait penser à un vampire, car si ils s'étreignent tous les deux, elle donne l'impression de l'aspirer, hein, d'aspirer la force vitale de l'homme, qui est totalement soumis. Hein. D'ailleurs, regardez son visage, il est bleu. Hein. Le bleu, couleur bleu-vert, hein, couleur de la mort, couleur de la mélancolie, etc. Et elle a les cheveux rouges, rouge orangé, couleur feu, couleur d'un rouge ardent. Et ses cheveux, et ça c'est un thème symboliste, hein, qu'on retrouve chez Gustave Moreau, chez Ibsen, chez Strindberg, etc. C'est les cheveux qui forment le lien, qui lient, qui emprisonnent. Voilà, je vous montre ici plusieurs versions de ce vampire. Et puis ça montre aussi la diversité des techniques. On a en haut à droite une huile sur toile, en haut à gauche une gravure sur bois de mémoire, en bas à gauche un dessin et en bas à droite, mieux encore, une lithographie plus gravure. C'est-à-dire que là, il associe deux techniques. Donc cette femme, si vous voulez, c'est la femme dangereuse, la femme menaçante. Je vous avais dit qu'il ne concevait pas l'amour autrement que dans le rapport fusionnel et donc destructeur. Toujours dans pour illustrer le statut de la femme associée à la mort, je vous montre cette harpie, hein, mais également ici deux lithographies et une gravure. Au centre, une gravure qui rappelle sa liaison avec une certaine Eva Moducci, une anglaise violoniste, c'est une liaison qui n'a pas duré très très longtemps, mais quand ils étaient ensemble, elle était déjà en couple. Donc c'était une relation douloureuse. On l'appelait la broche. Hein. Donc à gauche, c'est la broche. On voit cette femme avec ses cheveux, cette chevelure généreuse, hein, qui occupe une grande partie de la composition. Et puis à droite, eh bien, Eva s'est transformée en Salomé. Et regardez ce sourire un peu diabolique. Elle a à ses côtés la tête, eh bien, de Saint Jean-Baptiste, qui, dans le cas précis, est Munch. Ici, pareil, c'est un homme, enfin c'est une femme, enfin ce sont les cheveux d'une femme qui tiennent cette tête de Saint Jean-Baptiste, donc de Munch. Vous voyez, il associe sa vie au martyre de Saint Jean-Baptiste. Bien, donc toujours dans cette frise de la vie, et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, je voudrais vous parler du deuxième mur, de la deuxième série qui est l'angoisse de vivre. D'accord ? La fresque de la vie, je cite Munch, la fresque de la vie a été pensée comme une série cohérente de tableaux qui doivent donner ensemble un aperçu de la vie. Ensemble, toute la fresque est traversée par la ligne diffuse du rivage. Regardez ici ces trois tableaux côte à côte, au-delà de laquelle déferle la mer toujours en mouvement. Les diverses formes de vie se déploient sous le couvert des grands arbres avec leurs soucis et leurs joies. Vous voyez l'association
paysage, émotion. Le paysage est toujours investi d'une dimension psychologique. J'ai ressenti cette fresque comme un poème de vie, d'amour et de mort. Ce poème de vie, d'amour et de mort a été repris d'ailleurs pour l'exposition d'Orsay. Alors, je vais pas m'attarder sur le cri parce que vous le connaissez, mais je vais quand même en dire un mot dans la mesure où la lithographie qui est à gauche et qui nous dit beaucoup de choses sur le sens de ce tableau est exposée à Milan. À droite, vous avez une des nombreuses versions du cri. Il en a fait beaucoup, une cinquantaine. Donc, on a là un pont, une passerelle, cette oblique, cette oblique qui accélère la perspective, deux figures. Au premier plan, donc ce personnage dont je vais parler, au fond, deux autres personnages qui sont sans doute ses amis. Vous apercevez le fjord avec deux bateaux qui sont à la dérive sans doute, et puis ce ciel. Si je passe à droite dans la version colorée, on a un fjord qui est bleu sombre et un ciel qui rougeoie et qui est rouge sang. C'est ce qu'il dit, Munch. Il parle vraiment d'un ciel rouge sang. Et ce tableau qui est transcrit par des ondulations, si vous voulez, ces ondulations rappellent l'élément liquide, évidemment, et il parle, lui, on le sait, il compare ces ondulations aux humeurs non pas psychologiques, mais aux humeurs physiques, au liquide du corps qui traverse le corps. C'est bon, voilà, beaucoup de réjouissance avec Munch. Alors moi, je voudrais m'attarder un petit peu sur ce personnage, cet homme. Enfin non, c'est pas tout à fait un homme. D'ailleurs, c'est plutôt une sorte d'humanoïde, plus qu'un homme, aux orbites creusées, qui nous regarde de ses yeux vides. Quand on sait que les yeux, c'est le miroir de l'âme, on est quand même très ennuyé. Donc des yeux, des cavités creusées, il pousse un cri, non, il ouvre la bouche. Et on associe souvent cette bouche ouverte, cette expression un peu béante comme ça, au cri. Or, nous savons que le cri n'est pas le cri de cet homme, de cette espèce. Quand je dis homme, on pense plutôt, regardez avec cette ligne, surtout à gauche, cette ligne ondoyante, on pense plutôt à un ver anthropomorphe. Donc ce cri, c'est le cri de la nature en réalité. C'est le cri de la nature qui gronde. On l'avait déjà vu et sur le tableau La Tempête que je vous présente, il est en haut. J'ai fait un détail, j'ai zoomé pour apercevoir les mouvements de ces femmes qui se cachent les oreilles. Donc on peut supposer que ce geste est associé au bruit, au son. Mais en réalité, regardez en bas, cet enfant qui est Munch, qui a 5 ans, qui assiste à la mort de sa mère, qui est en arrière-plan, il se bouche aussi les oreilles. Donc il ne s'agit pas forcément d'un bruit sonore, mais d'un bruit psychique, une espèce d'étourdissement qu'il souhaite, si vous voulez, supprimer en se bouchant les oreilles. Donc ça, c'est aussi important. Il va assez loin dans la représentation de la douleur et de la souffrance. D'ailleurs, je voudrais juste faire une petite parenthèse. La souffrance et la douleur, la représentation de la souffrance, en général, dans les arts, que ce soit la peinture ou même la sculpture dans l'Antiquité, eh bien, on s'arrête toujours avant le paroxysme, on s'arrête avant le rictus. Et c'est par une série d'indices que l'on exprime la souffrance, jamais par le rictus. Lui, il y va franchement. Et même quand vous regardez une œuvre, je pensais au Laocoon, qui exprime la souffrance, enfin la douleur même physique, eh bien c'est plus par, bon, le visage est très expressif, mais c'est surtout par les contorsions du corps que l'on exprime ce paroxysme. Vous voyez, non, Munch, lui, qui connaît très très bien l'art, parce qu'il a fréquenté les musées, il connaît très bien les musées, lui, il décide de représenter ce cri. Et c'est ce qui fait, enfin ce rictus, parce que c'est pas le cri du personnage, et c'est ce qui fait sans doute que cette œuvre est emblématique de la carrière du peintre. À tort, sans doute parce qu'elle masque tout le reste, mais elle résume presque Munch, l'œuvre de Munch, telle qu'on le connaît, et c'est un peu dommage d'ailleurs, je trouve. Bien, donc je passe sur la série liée au désespoir, au cri et à l'angoisse.
Voilà, donc là on a le désespoir qui était à côté du cri. Donc c'est pareil, hein, même rambarde, même passerelle, les deux amis qui s'éloignent, la passerelle, ce lien qui pourrait les unir finalement ne fonctionne pas parce qu'ils se tournent le dos. On retrouve cette espèce de mouvement obtenu par des lignes ondoyantes, hein, pour exprimer justement le tumulte intérieur. Voilà, bon, les angoisses, ça fait partie de cet ensemble également, donc que l'on appelle, oui, c'est ça, le troisième thème. Donc, je continue, excusez-moi. L'angoisse de vivre, voilà. L'angoisse de vivre. Donc, maintenant, on va passer au dernier mur qui correspond à l'enfant malade. Je m'arrête 2 minutes sur ce tableau qui ne figure pas dans la frise de la vie et qui n'est pas exposé à Milan, mais j'en parle quand même parce que pour Munch, ce tableau, c'est le point de départ de son travail. C'est la pose de la première pierre. Sa sœur est malade, sa tante est à son chevet. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est le traitement. C'est la façon dont il traite la surface du tableau. Donc, il travaille la surface à coups de coups de pinceau. Hein. Il utilise le bout du pinceau, il vient griffer la toile, il griffe la toile avec ses ongles, il la lacère. Alors c'est un geste évidemment d'une grande violence, mais qu'est-ce qu'il traduit par cela? Eh bien, il traduit le souvenir. Quand il était enfant, il a assisté à la mort de sa sœur, ses yeux étaient inondés de larmes, les cils étaient mouillés et donc il voyait comme cela cette scène, qui était une scène un peu, les yeux étaient inondés de larmes et puis voyait des sortes de stries. Et pourquoi ce tableau est intéressant? Parce qu'il nous dit que ce que recherche Munch, c'est la première émotion. C'est un travail de mémoire qu'il fait, d'où les répétitions un peu obsessionnelles de son travail. Et dans les années 90, si vous voulez, ce qui l'intéressait, c'était dans ses tableaux et dans ses gravures de représenter le malade et la maladie. Alors que dans la frise de la vie, il souhaite représenter la famille des malades. C'est-à-dire qu'il nous montre, en fait, c'est un portrait de famille. C'est un portrait de famille, la mort dans la chambre, c'est le titre, un mort dans la chambre du malade. C'est un portrait de famille où l'on voit tous les membres qui sont regroupés. Donc, au premier plan, trois personnages. À l'arrière-plan, à droite, 3 personnages et un personnage encore à gauche. C'est toute la famille. On voit au premier plan cette jeune fille qui a la tête baissée, tête penchée toujours, et qui prie. C'est la petite Sophie. Nous voyons toujours de face, et vous pensez à Inger dans le tableau des 3 femmes que je vous avais montré avec sa robe cloche, c'est Inger. Au fond à droite, eh bien, le personnage âgé, le père, et la tante. À gauche, un personnage, c'est le seul finalement qui se détourne de la scène, c'est Munch. Regardez, ils sont tous disposés un peu comme des pions sur un échiquier, comme des personnages, des acteurs sur un espace scénique. Hein. Il a construit cela comme une mise en scène théâtrale. Alors, on pense à une œuvre qui s'appelle L'Intruse. L'Intruse étant la mort, et c'est une œuvre qui a été écrite par Maeterlinck et que Munch a vu. Et non seulement il a vu l'œuvre, mais il a vu également la mise en scène. Et il a vu le travail que faisait les nabis avec Maeterlinck, parce que c'est Vuillard et tous ces peintres nabis qui ont travaillé avec Maeterlinck. Donc ici, il reprend ce qu'il a retenu de cette pièce de théâtre, L'Intruse qui est la mort. Elle est présente, hein, elle est là, on l'accepte. Hein, eh bien, il représente un espace qui est totalement serré. Hein, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas vraiment de porte. Enfin, si sur la gauche, on la devine cette porte. Et Munch ne le supporte pas. Il se détourne de la scène. Il veut partir. Bon, au revoir Jacqueline. Eh bien, je voulais également vous dire que ce qui l'intéressait, c'était plus le portrait de famille. La preuve, c'est que la défunte
on ne la voit pas. Le lit, on l'aperçoit à peine. Hein. Vous voyez, ce qui domine à droite, c'est le dossier, un dossier qui est très haut et qui dissimule en quelque sorte la défunte. Il en fait plusieurs versions. Et là, vraiment, il y a une observation intéressante à faire. Une version une lithographie qui montre une fois de plus le positionnement des personnages et la façon dont il radicalise tout ça. Ici, on est en 93, eh bien c'est un pastel. Regardez au fond dans cette scène les personnages, les visages qui apparaissent un peu grimaçants. À droite, on voit même un squelette, hein, il me semble. Et puis là, les visages grimaçants, les fantômes, etc. ont disparu et on ne voit plus que des taches. Et le parallèle, il est saisissant. Les taches, ce sont les taches qui se transforment en êtres grimaçants. Et je vous ai dit que Munch faisait un travail de mémoire. Donc, il essaie de se souvenir et donc de rendre ce qu'il a ressenti à la mort, soit de sa sœur, soit de sa mère. On imagine tout à fait la bougie, la flamme, hein, la lueur vacillante comme ça, qui transforme des motifs décoratifs, des motifs de tapisserie en visage et en visage de fantôme. D'ailleurs, ici, clairement, encore une version, le fantôme est représenté, hein, il est là, au centre de la composition, et d'ailleurs, le père pris, tourné vers le fantôme de la défunte. Bien. Alors, je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce tableau parce que sur ce tableau qui est en fait une peinture à l'eau sur toile, parce que c'est le théâtre et que ça prendrait beaucoup de temps. Sachez que Munch s'intéresse beaucoup au théâtre, et notamment le théâtre d'Ibsen, pour lequel il a travaillé. Et il a notamment fait la mise en scène pour Peer Gynt et pour Borkman, donc 2 pièces de théâtre. Et en 1906, eh bien, on l'invite à Berlin à réaliser un décor également pour une pièce de théâtre d'Ibsen et Les Revenants. Donc voilà, tout cela, si vous voulez, permet de comprendre également la disposition des personnages, et ça devient à partir de là, eh bien, un sujet important. Il n'a plus besoin de double, il n'a plus besoin de ses amis pour le représenter. Nous sommes en 1903, hein, et la figure devient, si vous voulez, le thème le plus important dans son œuvre. Nous quittons cette décennie des années 90, dominée par l'esprit symboliste. Quand je parle de symbolisme, alors il faudrait aussi, je peux vous donner des références, hein, si ça vous intéresse, bibliographiques. Le symbolisme, c'est un courant littéraire, artistique, qui, si vous voulez, qui s'oppose en quelque sorte au naturalisme et qui puise son inspiration dans la littérature, que ce soit la littérature médiévale ou la littérature contemporaine, dans le théâtre également, que ce soit le théâtre de Shakespeare ou d'Ibsen, Strindberg, etc. Hein. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec les symboles, c'est surtout un retour, si vous voulez, à des thèmes qui ne sont plus naturalistes. Le rêve, la mort, l'angoisse, etc., etc. Donc, on renoue d'une certaine façon avec le romantisme du début des années 1800. Voilà pour comprendre un peu le symbolisme. Donc, la frise de la vie s'inscrit totalement dans ce courant symboliste, mais le langage de Munch est absolument personnel et singulier, alors qu'il connaît tout ce qui se passe autour de lui, comme je l'ai dit. Bien, donc je voulais vous présenter, pour introduire cette deuxième partie, le portrait. Alors, le portrait, ce sont parfois de véritables personnages qui posent, mais ce sont aussi parfois des personnages qui le réinventent. Donc voilà, la figure dans les portraits, et dans les portraits notamment de groupe, compte peu finalement. C'est pas ce qui le préoccupe. Là, on est dans ce village d'Astrakhan, excusez mon accent, et il attrape 4 jeunes filles. Il attrape 4 jeunes filles, voilà, j'y suis.
qu'il ne connaît pas, qui ne sont pas des estivants, qui sont vraiment des filles du terroir, et il leur demande, il les installe devant ce mur en randonnion aligné. Devant un mur jaune sale, regardez, ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on connaît, ce que l'on sait de Munch. La palette déjà n'est plus la même, ce sont des couleurs un petit peu plus franches, plus lumineuses. Il travaille par aplat, je n'ai pas eu le temps, mais il faudrait aussi parler de l'influence de Gauguin, des nabis sur l'œuvre, sur le travail de Munch, ce travail par aplat, cette simplification des formes. On retrouve également ces personnages, regardez les visages, hein, elles ont l'air inquiètes, elles sont un peu en retrait, elles se sentent un peu menacées. Eh bien, finalement, ces visages reprennent les couleurs des vêtements, des bruns, des grisâtres, des ocres, des couleurs assez terreuses. Ce qui l'intéresse, c'est la composition chromatique, ce sont les couleurs. Et de rendre par les couleurs un sentiment global, une expression générale. Timidité, inquiétude, résistance, etc. D'autant plus que toutes ces filles qui sont ensemble, on les connaît hein, finalement, elles ont été identifiées. Ce sont des anonymes, mais elles ont été avec le temps identifiées. Donc ces 4 filles, elles sont à la fois serrées et à la fois séparées, parce qu'elles sont toutes contournées, vous voyez, par ces cernes, ces traits. Hein, ces traits noirs qui les isolent davantage. On avait déjà vu ça dans la scène de la mélancolie. Bien. Donc pour démarrer, pour introduire, j'accélère un peu. Pour introduire en fait ce XXe siècle, parlons de sa relation avec Tulla Larsen, qui est représentée en bas à droite. Voilà, Tulla Larsen qui est représentée à droite. C'est une histoire d'amour qui dure 4 ans. C'est plus qu'une histoire d'amour, c'est une passion, c'est une relation passionnelle entre Munch et cette jeune fille d'armateur, négociant, vin, armes, etc. Donc issue d'un milieu assez aisé et qui fait partie de cette bohème, de ce milieu d'artistes d'Oslo. Eh bien, leur histoire se termine très très mal puisque ils rompent en 1902 et lors de cette rupture, c'est une violente dispute, un coup, une balle part et blesse Munch à la main gauche. Elle le tue, pour ainsi dire, symboliquement, et d'ailleurs à gauche, il se représente en enfer. Regardez ce tableau. De droite, autoportrait de Munch, 2/3 en orange. Il regarde cette Tulla Larsen qui est de face, qui est représentée, mais vraiment avec elle est très géométrique, hein, les traits sont géométriques, des lignes, des angles. Elle a un visage impassible et la couleur c'est un vert pâle, un verdâtre, qui rappelle un peu, le vert c'est la couleur de la putréfaction, des chairs en putréfaction, dans la symbolique des couleurs aussi. C'est livide, vous voyez, c'est sans vie. De la même façon, alors là, je voudrais aussi parler de ce vert qui a peut-être inspiré cette couleur-là. Enfin, c'est le verdaccio que l'on trouve chez les Italiens, une sous-couche de vert qui permet d'affirmer, d'intensifier la couleur que l'on pose ensuite sur ce verdaccio. Et comme cette couleur disparaît avec le temps, le verdaccio réapparaît. Donc les carnations sont verdâtres. Il est allé en Italie là, hein. Attention, il vient d'aller en Italie, il y est allé même plusieurs fois, et notamment en compagnie, à Rome par exemple, en compagnie de Tulla Larsen. Donc Tulla Larsen, c'est une meurtrière. Il démarre toute une série de tableaux où le vert joue un rôle essentiel. Et d'ailleurs, on peut presque parler d'une série de sa période verte, presque. Hein. Elle l'a tuée. Regardez, elle est au fond de la pièce, hein, comme dans la mélancolie, elle est coincée au fond de la pièce. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de porte. Elle est rigide, elle est hiératique, elle est figée. Et à gauche, eh bien, c'est le corps étendu de Munch. Elle semble résister à une sorte de tourbillon, un tourbillon de vertige. Et pour suggérer cette idée-là, eh bien, Munch fait tourner son pinceau, au point que finalement, avec le temps, il va finir par dissoudre le corps de Munch. Vous voyez, son corps commence à se dissoudre. Il règle ses comptes avec Tulla Larsen, hein, dans ce tableau.
eh bien, Munch, il représente la mort de Marat. Il s'inspire d'un tableau qui existe déjà, qui est celui de David, qui est représenté à droite. Dans les deux cas, c'est le thème de la trahison. C'est le thème de la trahison. Voilà, très bien. La mort de Marat, c'est le thème de la trahison. Voilà. Elle est représentée comme tout à l'heure, c'est-à-dire de face, nue. Elle rappelle aussi la femme des trois stades de la vie, vous vous souvenez, hein, cette femme qui était nue. Elle a les poings serrés, les bras le long du corps. Elle n'a pas vraiment le visage, elle n'a pas, sa bouche n'exprime rien, elle n'exprime rien. Lui est allongé. Si vous regardez son corps, il est plus clair que la tête, comme dans, vous voyez, à gauche, Munch en enfer. Et si vous voulez, ces deux corps, la verticale, l'horizontale, forment un angle droit. Ils ne se rencontreront jamais. Ils ne peuvent plus se rencontrer. Et pour exprimer cette idée, il utilise aussi la technique. Il peint en faisant des hachures, vous voyez, des traits verticaux, des traits horizontaux qui viennent répéter, si vous voulez, cette idée qu'ils ne peuvent jamais se retrouver. Donc, c'est le thème de l'homme castré, de l'homme anéanti, de l'homme trompé. Munch, c'est Marat. Toula Larsen, c'est Charlotte Corday, c'est Salomé, d'accord? Mais vous notez quand même que les couleurs changent, la palette change, elle s'intensifie, les couleurs, et notamment là, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense qu'il faut vraiment le signaler, on a une opposition de couleurs secondaires, du vert et du orange. L'opposition de couleurs secondaires intensifie les couleurs, et en même temps, regardez, le orange se rapproche de la surface de la toile, quand le vert, c'est une couleur froide, donc les couleurs froides, elles sont récessives, elles sont reléguées à l'arrière-plan. Hein. Donc il reprend cet accord vert-orange, vert également, orange-jaune, et ici, toujours pareil, accord de vert et de marron-brun orangé. Alors, nous sommes en 1910. Un peu de lumière, une petite respiration, parce que finalement, là, nous sommes dans les années 10, Munch s'inscrit dans un courant philosophique et esthétique qu'on appelle le vitalisme, je vais y revenir. Il a fait, une fois encore, il a eu une très grave dépression qui lui a valu un passage en clinique. Au cours de cette hospitalisation, eh bien, il a été soigné par électrothérapie. Je ne parle pas d'électrochoc encore, c'est pas le cas. Par électrothérapie, on lui a conseillé du repos et de l'exposition à la lumière. Donc vraiment, les années 1910, c'est un courant dans son œuvre. Et c'est le Munch que l'on ne connaît pas. C'est comme sa période verte, elle est beaucoup moins bien connue que sa période symboliste. C'est une période pendant laquelle il va explorer le thème du soleil, de la lumière et du soleil. Donc, il travaille sur le corps, évidemment. Il est passé à Nice dans les années 1900, je ne l'ai pas dit, donc il a découvert la lumière méditerranéenne. Donc là, nous avons un soleil qui éclaire, qui irradie, si vous voulez. Hein. Je vais peut-être, oui quand même, un grand paysage sur la gauche, un paysage de bord de mer qui est animé par ce soleil, par les faisceaux colorés du soleil. Le personnage à droite se fond totalement dans le paysage. Hein. Il est musclé, il est solide, il est athlétique, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'expose au soleil. Il expose son corps tout entier et il est presque irradié par le soleil. Et que nous dit Munch, et nous le savons parce qu'il a beaucoup écrit, je ne l'ai pas dit, mais il a noirci des carnets, il a noirci des pages entières et il a même écrit des nouvelles. Donc Munch nous dit que par le soleil et par ce type de tableau, cette série qui correspond notamment à une commande pour l'université d'Oslo, eh bien cette série, ce qu'il nous dit, c'est qu'il souhaite en fait montrer que par l'exposition au soleil, eh bien, le corps s'élève et avec le corps, c'est l'âme qui rayonne et qui s'élève. Voilà. Et ça, c'est le vitalisme. C'est vraiment ce courant vitaliste où le corps est célébré et le corps, avec la nature, ne forme plus qu'un grand tout. Et d'ailleurs,
corps. Munch, le paysage en soi, le paysage pur, c'est pas tellement son affaire, hein. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme ou la femme, hein, dans la nature, et les échanges comme dans le cri qu'ils peuvent avoir, hein. Vous voyez comment la nature peut amplifier le son et faire résonner, si vous voulez, le corps dans toute sa matérialité. Donc ici, on a en effet des hommes nus, le bain, hein, le bain des hommes. Ce tableau s'inscrit dans ce vitalisme qui est donc l'équilibre en toute chose. En gros, voilà ce que l'on dit, hein. C'est un vieux concept de Scandinavie, le fameux Båt, qui dit: si je détruis, je dois réparer en retour. À telle infraction, telle compensation. Voilà. Donc il faut trouver cet équilibre entre le corps, l'âme et le sol et la nature. Et le soleil joue un rôle très important, parce que, si je peux encore ouvrir une petite parenthèse, c'est l'ère du rayonnement. Munch s'intéresse beaucoup à la question du rayonnement, et dans ses archives, il y avait des prospectus qui parlaient du rayonnement. Le rayon X, par exemple, la radio, le télégraphe, les ondes, enfin tout ce qui était relatif aux ondes, aux rayons. Il avait lui-même été radiographié quand il a été blessé. On avait radiographié sa main, et cette radiographie, il l'avait gardée dans son atelier. Donc tout cela le fascine, et les effets de la lumière le fascinent. Donc ces corps sont inondés de lumière, hein. C'est un hommage en fait à la nudité de l'homme, à la force de l'homme dans la nature. Regardez aussi, et là je voudrais apporter une indication. Ces corps, les jambes, ont des mouvements un peu différents. Ça peut être des mouvements de contrapostaux, des postures un peu différentes, ou alors simplement il nous dit qu'ils partent dans des directions différentes. Mais en réalité, si on regarde à droite, on a encore un groupe d'hommes, et on voit là plutôt une décomposition du mouvement. Vous voyez, il décompose le mouvement quasiment d'un seul homme. Nous sommes en 1913-1915. En 1912, il a participé à une très grande rétrospective à Cologne, et dans cette rétrospective, on présente les plus grands courants, à savoir le cubisme, décomposition de la forme, et le futurisme, décomposition du mouvement par des techniques très différentes. On décompose, on crée un sentiment d'accélération en utilisant des astuces propres justement assez futuristes. Eh bien, il a vu ces tableaux, ça l'intéresse, il les cite, il cite ses préoccupations, et toujours à des fins personnelles. Regardez d'ailleurs le fond, la mer, les vagues, qui sont constituées de bandes superposées, des bandes vertes, des bandes bleues, séparées par des bandes blanches. Quelques années avant, il avait travaillé sur cette idée-là, de représenter de façon quasi abstraite la mer et les vagues. Eh bien, nous sommes en 1908. Quelques 5 ans après, eh bien, il intègre une recherche personnelle dans ce tableau. Voilà, un hommage au corps. Là, on pense aussi évidemment à Cézanne, hein, le père du cubisme, si on veut faire court, eh bien, et à ses baigneuses, et surtout aux baigneuses de Cézanne de la fin de la vie de Cézanne, hein, celle qui faisait à la fin d'un coup de pinceau rapide, hardi, etc. Voilà. Là, c'est presque un hommage à Cézanne. Enfin, moi, je le conçois également comme ça. On continue. Donc, un hommage au corps, un hommage à la nature qui fusionne avec l'homme pour créer ce qu'il y a de mieux. Nous sommes dans les années 2010-2015, hein, donc il y a la guerre aussi qui agite beaucoup les esprits. Un hommage à l'ouvrier, aux travailleurs, aux paysans. Moi, ce que je trouve aussi fort de café, c'est qu'on est en 1920, donc il revient sur les thèmes du réalisme du milieu du 19e siècle, qui ne l'intéressait pas forcément au début de sa carrière. Donc regardez la palette, une palette chatoyante, une palette extrêmement large de couleurs chaudes, froides, qui se mélangent. Beaucoup de subjectivité également dans le choix des couleurs. On repense à Gauguin, hein, qui disait à Pont-Aven, si tu vois un arbre violet, mets du violet, ou une ombre de mémoire comme ça violette, mets du violet. L'arbitraire des couleurs n'est plus un problème. D'ailleurs, l'arbitraire des couleurs n'est plus un problème, et on a mis en lien son œuvre avec le travail des fauves et l'utilisation
de la couleur à des fins expressives, ce qu'on appelle un peu l'expressionnisme dans un sens très très large. Là, on y est. Hein. C'est la couleur qui, par la couleur, il exprime la joie de travailler, le bonheur, l'harmonie également de l'homme et de la nature, etc., etc. Hein. Donc c'est une palette colorée. Donc pour les paysages, je vous ai dit que il n'était pas, le paysage pur était assez rare dans son travail. Il y intégrait toujours des éléments. Ici, vous avez la nuit étoilée, l'un des chefs-d'œuvre de Munch, qui sera là à l'exposition. Cette nuit étoilée, eh bien, elle se réfère évidemment à Van Gogh dans la partie haute. Hein, uniquement. Nous sommes dans les années 20, hein, nous quittons les années 10, ces années un peu de vitalisme, et là nous sommes dans les années 20. Il a acheté une maison à Écully qui est en banlieue d'Oslo et il va y passer quasiment le reste de son existence. Il y passe 28 ans, hein, il meurt en 44 et là il est devant sa maison, devant les escaliers en pierre. Il se représente d'ailleurs, vous voyez, tout en bas à droite, on aperçoit une ombre, c'est lui, c'est un autoportrait. Mais il y a un deuxième personnage, enfin une ombre également ici, au milieu. Vous voyez, ça ressemble un peu à une quille. Hein, voilà. C'est un autre personnage qui fait référence à une pièce de théâtre pour laquelle il a travaillé, à savoir John Gabriel Borkman, une pièce de Ibsen. Alors, ce personnage, Georges Gabriel Borkman, eh bien, c'est un banquier déchu qui a été incarcéré pour avoir détourné des fonds. Et donc, il est prisonnier. Et quand il sort de prison, il va s'enfermer. Il s'enferme chez lui, dans son appartement. Donc, le thème de l'enfermement hein, qui revient. Et puis, à la fin, il n'en peut plus. Il s'échappe et il essaie de retrouver sa bien-aimée. Thème qui intéresse évidemment beaucoup Munch, hein, le thème de l'amour, de la rupture, de la séparation, etc. Donc il part comme ça, c'est comme ça que se termine la pièce dans la nuit glacée, dans la neige, etc. Voilà ce qu'il raconte dans ce tableau. Ce qui m'intéresse là, c'est la couleur, le bleu. Il a recours dans ces années 20 au bleu, mais le bleu n'a plus du tout la même signification que dans le tableau qu'on avait vu au tout début de la conférence, à savoir Saint-Cloud, hein, les œuvres autour de Saint-Cloud. Au début, c'était un bleu assez sourd, assez éteint, qui parlait de mélancolie et de tristesse. Ici, ça n'est pas du tout ça. C'est un bleu beaucoup plus vif, c'est un bleu descriptif, voilà. Un bleu qui apaise d'une certaine façon, un bleu qui est très dilué. Hein, sa palette là est très diluée, elle est extrêmement fluide, au point qu'il y a même comment on appelle ça, ça dégouline, vous voyez, il y a des coulures hein, de peinture. Alors, est-ce que c'est lié à la fluidité du pigment ou est-ce que c'est lié à un autre phénomène? Munch faisait prendre l'air à ses œuvres. Surtout à Écully, il avait une grande maison, un grand jardin, et quand il avait terminé ou achevé son travail, il offrait son tableau à la nature, il déposait ses œuvres dans son jardin, et il laissait la nature terminer le travail. Ça voulait dire que les intempéries, les petits animaux qui venaient gratter éventuellement, les fleurs, les déjections des oiseaux, etc., tout cela parachevait son travail. Donc c'est assez intéressant. Munch conçoit la peinture dans toute sa matérialité. Hein. Il aime le matériau, il aime les pigments, il touche, il triture, il gratte, il fait des expériences, etc., etc. Donc il y a un rapport charnel avec la peinture. On continue. Bon, là, c'était pour vous montrer toujours cette période un peu bleue et puis l'espace, hein, la façon dont il représente cette maison. Hein, au clair de lune, avec un espace qui est un petit peu transformé, modifié, déformé. On a même parlé d'anamorphose hein, dans ce tableau, comme d'ailleurs dans le tableau tout à l'heure avec les faneurs, hein, le paysan qui ramassait les foins. Le tableau est déformé. Il est photographe, hein, on en parle très peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos à l'exposition, mais c'est un photographe, un piètre photographe au départ. En 1902, il s'achète un petit appareil qui est un Kodak, mais après, dans les années 10, il s'intéresse de près à la photo. Il travaille avec les lentilles. Au tout début, quand il est jeune, il pensait faire une carrière d'ingénieur. Donc l'aspect technique l'intéresse. Ça se voit dans la gravure, la sérigraphie, etc.
Et ça se voit aussi dans l'usage qu'il fait de la photo. Donc, c'est un appareil qui permet, donc, c'est technique, hein, l'approche technique. Donc, voilà, on a là cette anamorphose qui est certainement liée à l'usage des lentilles. Alors là, on arrive à la fin. Hein. Je voulais vous parler de l'Italie avec ce tableau à gauche où on retrouve dans les années 20 ces tonalités de bleu qui ne sont absolument pas plombantes, hein, pas lourds. Il a également voyagé à Venise, il a fait beaucoup des voyages à Rome dans les années 1900 quand il était avec Tulla Larsen. À droite, très émouvant, je pense qu'il sera présent également à la présenter à l'exposition, c'est ce carnet de croquis où l'on voit son intérêt quand il est tout jeune pour la peinture italienne et notamment pour Raphaël. Il représente un portrait de Raphaël qui, de mémoire, est conservé, je crois, hein, je dis peut-être une bêtise, soit à Budapest, soit aux Offices. Et enfin, je termine mon propos avec l'autoportrait. Parce que finalement, c'est le fil rouge de son travail, c'est une espèce de fil conducteur, hein, l'autoportrait. À gauche, on est en 1916, c'est la guerre. Je vous parlais de la photo, il apparaît penché, saisi sur le vif comme un instantané. Il est vraiment saisi comme ça, surpris par la photo, hein, qu'on prend de lui, c'est comme ça qu'il se représente. À l'intérieur, il le dit à Tulla Larsen, il lui dit ne m'en veux pas, ne me déteste pas, ma vie n'existe pas, je ne suis plus vivant, je suis simplement quelqu'un assis devant une fenêtre. À peu de choses près, c'est ce qu'il dit. Donc là, il est devant cette fameuse fenêtre, il ne va pas à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, c'est l'agitation, c'est le tumulte de la guerre. Et au plan, au niveau de la structure, il est à l'intérieur et il jaillit comme cela. À l'extérieur, le contrepoint, c'est le clocher qui jaillit également et qui dédouble son regard. Donc, on a l'œil de Munch à l'intérieur et la fenêtre, donc l'œil du clocher, le regard extérieur. Donc, il y a une symbolique intéressante ici à creuser. À droite, eh bien, il a fait une sorte de documentaire de sa maladie. Hein. Il a attrapé la grippe espagnole, il a failli en mourir. C'est un rescapé, hein, Munch. Il a failli en mourir et il étudie un peu ses différents états. Donc, je vous en montre qu'un, hein, mais il a réalisé plusieurs tableaux de lui pendant et après la grippe espagnole. Là, c'est après, donc il a survécu et on le voit qu'il a survécu parce que ses carnations, elles sont oranges, donc c'est la couleur de la vitalité. Il est vivant. Bon, là, c'était pour remontrer, mais on n'a pas le temps. Vous voyez, je le trouve magnifique, ce tableau, comment il apparaît, c'est l'idée d'instantanéité. On est dans les années 20, on retrouve cette association bleu-jaune, hein, comme dans La Nuit étoilée. Et je termine avec ces deux autoportraits qui ont été réalisés dans les années 40, donc au tout début des années 40. Il meurt en 44. Les dernières années, les derniers autoportraits. À gauche, ils sont saisissants. À gauche, voilà ce qu'il nous dit. Il est attablé, il s'apprête à manger quelque chose qui est dans une assiette. Il s'agit d'une tête de morue. Bon. Il nous regarde, il est vieux. Regardez sa bouche qui est un peu plissée, hein, c'est la commissure des lèvres qui retombe, les yeux sont cernés, ils sont tout petits. C'est un vieil homme, hein, fatigué, mais encore résistant. Son visage est orange. Je vous parlais de l'orange, hein, la couleur symbolique de l'orange, la vitalité. Et puis, dans cette assiette, une espèce comment dire, je lis en même temps les commentaires, merci à vous. Il y a le replay, hein. Donc, cette tête de morue, hein, de poisson, qui est représentée avec les couleurs de Tulla Larsen, ce vert verdâtre, cette couleur un peu délavée, détrempée. C'est une vanité, c'est une nature morte. Il n'y a pas de nature morte dans l'œuvre de Munch, à part peut-être la bouteille et les verres. Mais là, vraiment, c'est une réflexion sur la mort, sur la précarité de la vie, sur tous ces thèmes autour de la nature morte et de la vanité. Mais il résiste. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas de lien entre lui et la nature morte. Couteau, enfin ses couverts sont séparés, hein. Vous voyez, et puis il a un mouvement quand même assez énergique, hein, puisqu'il s'apprête à manger. Il est encore en vie. À droite, c'est tout le contraire. C'est un adieu.
Il est représenté là, entre l'horloge et le lit. Il est représenté debout, figé, les bras le long du corps, de face, il nous rappelle ces figures de femmes d'ailleurs, entre une horloge qui indique que c'est terminé, il n'y a plus d'aiguille, l'heure n'est plus indiquée, le temps est écoulé. Et puis ce lit assez étrange, avec ces motifs de rayures qui nous rappellent la lithographie, notamment, vous savez, quand il trace comme ça des lignes, et qui rappelle aussi Matisse, hein, une espèce d'aplat, quelque chose d'assez étrange finalement. Le lit, c'est la maladie, c'est la mort, hein, on le sait, c'est une espèce de motif lié à la vie et à la mort. Eh bien, ce lit, c'est quelque chose d'étrange parce que c'est la mort et il ne sait pas ce que c'est que la mort, il ne la connaît pas. Et puis, cette porte avec ses deux battants qui ouvrent sur un autre espace lumineux, peint en jaune, où sont accrochés des tableaux. Elle est accueillante, mais elle est derrière lui. Il n'est pas dans cet espace qui est derrière lui. Lui, il est entre l'horloge et le lit. C'est sa vie passée, c'est son œuvre passée, c'est son œuvre accomplie. Maintenant, il s'en remet à qui ou à quoi, on ne sait pas vraiment. Simplement, à droite, regardez, il y a une femme extrêmement lascive, un très joli nu, en mouvement. Elle est en mouvement, hein, elle a un pied devant l'autre alors que lui est figé. Si vous regardez son visage de près, il ne voit plus, il n'entend plus, la bouche est fermée et de près, on s'aperçoit que quand on s'approche, que les deux oreilles sont comme il y a deux touches de couleur rouge sur les oreilles comme des tampons. Il n'entend plus non plus. C'est la fin. Nous sommes en 40-43. Il meurt en 44 dans sa maison d'Équeully. Je vous remercie. Ma conférence se termine là. Une petite conclusion quand même pour vous dire que nous avons vu, je finis juste, pas de problème, qui empruntait, et c'est en cela qu'il est absolument prodigieux, révolutionnaire, et il est souvent présenté même comme le chantre par Die Brücke, les expressionnistes du Pont, comme le chantre de l'expressionnisme. C'est un peintre qui saisit tout ce qui l'intéresse dans tout ce qui se passe autour. Il voyage beaucoup, il expose beaucoup, il regarde, il observe pour en faire un langage qui lui est propre et qui est unique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeannette. Merci à tous. J'ai l'impression que tout le monde est conquis par cet exposé. En tout cas, Jeannette, merci. Les commentaires sont unanimes. Est-ce que peut-être certains ont des questions pour Jeannette sur l'exposition ou sur le peintre? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vous ai remis le lien pour les expos voyages avec les 2 départs de janvier qui seront accompagnés par Jeannette pour vraiment poursuivre votre apprentissage et votre connaissance. N'hésitez pas à vous placer plutôt sur les voyages de janvier. Merci pour vos commentaires, ça me touche beaucoup. Bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup de remerciements, Jeannette. Mais alors, je voudrais encore faire une petite remarque par rapport à l'exposition. Comme je vous l'ai dit, elle n'a pas encore ouvert et on n'a pas accès au catalogue. Hein. Quand je les ai contactés, le catalogue était in progress, comme ils disent, donc en cours d'élaboration. Il y a un discours particulier qui sera tenu pour l'exposition, c'est le rapport de Munch avec l'Italie. Donc, j'ai parlé du Verdaccio, des raccourcis et également des paysages qu'il avait pu peindre en Italie. Donc, on va parler de ça à l'exposition, mais il y aura sans doute autre chose. La commissaire va sans doute affiner ce propos. En cela, j'invite tout le monde à venir à Milan. Merci Jeannette, merci à tous. Le replay sera envoyé à l'issue de cette conférence. Si vous voulez le partager avec des amis, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles conférences en ligne. Merci Jeannette, merci à tous. Merci infiniment à vous tous. Au revoir. Au revoir.